Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 31. Ça me fait plaisir de vous retrouver à ce micro, j'étais pas là au dernier épisode. Ça m'avait un peu manqué l'exercice du podcast, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Eh ben on est content de te retrouver aussi. Oui. Et alors c'est un épisode un peu spécial. Puisqu'on va parler de tout ce qui va changer dans la voie du couple dans les prochains mois. Là, on a eu besoin de faire une petite pause dans le podcast. Ça fait peut-être un petit moment que vous ne nous avez pas vus sur les réseaux. Bon, pas une grande pause non plus, mais ça fait une semaine, un peu plus peut-être. Ouais. Voilà, on avait déjà espacé un peu le rythme de publication des épisodes de podcast. On était passé d'une fois toutes les 2 semaines à une fois toutes les 3 semaines. On va rester à une fois toutes les 3 semaines, je pense, a priori. Ouais. Mais voilà, il va y avoir quelques changements. Peut-être parler du podcast d'abord. Oui. Après, on aura aussi plein d'autres choses à vous dire sur les changements, parce qu'il y a des choses un peu excitantes, des nouvelles excitantes qu'on a envie de vous partager. Oui. Mais ouais, d'abord sur le podcast, je pense que récemment, j'ai ressenti un peu une lassitude. Ouais, moi aussi. Ouais. Par rapport au format. On a quand même fait 1 an et demi, une fois toutes les 2 semaines, avec des formats hyper fouillés, des épisodes qui nous prenaient beaucoup de temps à écrire. Moi, ça me prenait des jours entiers. Ouais. Des trucs vraiment sourcés. Je lisais énormément de bouquins à chaque fois pour appuyer un peu ce qu'on disait. Parce que t'avais le temps aussi de faire ça. Parce que j'avais peut-être plus de temps de le faire pendant ce temps-là. Ouais. Puis c'est pas qu'une question de temps. C'est vraiment pas qu'une question de temps. Parce que quand j'aime un truc, je trouve le temps, tu vois. Oui. Et c'est pas que j'aime plus ça, mais je ressens une lassitude par rapport à ce format-là, qui est un peu, un trait professoral un peu. Ouais. Je joue un peu dans cette posture professorale. Ouais. Et autant j'ai pas envie d'abandonner ça complètement, parce qu'on va continuer le podcast, on va continuer de faire des épisodes, etc. Mais je ressentais quand même un espèce de l'envie de faire des choses plus spontanées en fait. Oui, c'est ça. Un peu plus de Dr Love aussi, puisque ça c'est beaucoup plus spontané pour le coup. Des formats plus spontanés, plus un peu moins surtravaillés en amont. C'est ça. Où il nous arrive des choses, on se dit on va leur en parler ou des choses comme ça, parce qu'on pense que ça peut parler, mais des épisodes peut-être un peu moins construits de A à Z avec un plan, etc. Mais je pense que ça correspond à un élan, en tout cas moi dans ma vie personnellement, je sais pas, récemment j'ai un peu ouvert ce que je faisais. J'ai passé des années en fait avant à avoir une vie professionnelle en tant qu'artiste, parce que je suis musicien, où en gros j'ai pu tout faire en étant dans ma chambre, à peaufiner des trucs tout seul dans mon coin pour qu'ils soient beaux, le plus beau possible, avec un truc de perfectionnisme derrière très fort et de solitude. Et c'est comme ça un peu que j'ai été rémunéré, et voilà. Et en fait je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien au sens où c'était valorisé par les autres, mais moi ça me rend pas forcément très heureux d'être uniquement sur ce mode-là. J'ai besoin de plus d'interaction et de spontanéité dans ma pratique. Et là cette année justement, aussi en partie grâce au podcast, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment ouvert un peu plus, et ça s'est accéléré dans les derniers mois. Et du coup, je rencontre beaucoup plus de gens, je vais vous dire, à travers aussi ma pratique de thérapeute, etc., dont on va parler. Même en musique, maintenant, je bosse avec d'autres gens. Et donc, j'ai cette volonté, et je me rends compte qu'en fait, plus je fais rentrer d'autres personnes dans le processus, moins je suis un peu seul dans mon truc à vouloir faire la meilleure œuvre possible ou la meilleure chose possible pour répondre à des problématiques d'ego et de en fait être bien vu par les autres, être le plus parfait possible avec un espèce de syndrome du bon élève. Moins je fais ça, plus je vais vers de la spontanéité, plus les choses sortent tout seules sans douleur, et plus c'est agréable en fait. Les choses se font elles-mêmes, quoi. Et donc en fait, j'ai plus d'intérêt à continuer ce truc-là du podcast, de faire les trucs dans mon coin tout seul. Même si c'est avec toi, tu vois, mais le côté vraiment préparé pendant des heures, c'est plus dans mon énergie en ce moment. J'ai plus envie de faire ça, quoi. Ouais.
Donc rassurez-vous, il y aura toujours du contenu autour du couple, des épisodes dans lesquels on parlera de couple, etc. Mais ce sera plus spontané. Ouais, peut-être qu'on invitera plus d'amis, comme on a fait Ouais, la dernière exactement. fois, plus de gens. Quelque chose de plus interactif, en pour fait. avoir des histoires intéressantes à nous raconter. Ouais. Ouais. Un peu plus, exactement, plus spontané et plus interactif. Ouais. Moins centré autour de nous, même si on va quand même vous parler de nous. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ouais, on a envie de vous laisser un peu plus la parole aussi. Je sais pas, à voir en termes de format, mais on a envie de faire plus d'interviews aussi, t'as raison. Ouais. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Tout à fait. Donc on va mettre ça en place petit à petit. Ça va se faire petit à petit. Et il y a aussi un autre point par rapport à la lassitude. C'est aussi, je pense, la lassitude sur les réseaux sociaux. Ouais. Où là aussi, grande lassitude. C'est-à-dire que c'est vrai que ça se voit peut-être pas, mais en fait, les réseaux sociaux, t'es obligé de poster tout le temps pour avoir de la visibilité. Tu dois être ultra régulier, sinon tes posts, ils font de moins en moins de vues. Et en fait, nous, on a remarqué... Même en étant régulier... Et même en étant régulier, on a remarqué que, en fait, finalement, on en avait un peu marre de ce truc-là, il faut être carrément tout le temps régulier. Et tu vois, au bout d'un moment, tes posts, tu fais même plus de la qualité, même si on fait quand même de la qualité, mais je sais pas, je trouve que c'est moins... Moi, je pense que ce serait mieux de faire moins de posts, mais beaucoup plus quali, quoi. Ouais, c'est exactement la conclusion. Ouais. Parce que tu vois, là, on était sur un rythme de publication sur Instagram, notamment, de un contenu tous les 2 jours. Ouais, tous les 2-3 jours, quoi. Non, mais oui, tous les 2-3 jours, mais il y avait même des moments où on publiait tous les jours. Enfin, c'était plutôt... Ça nous est arrivé, je dirais, ouais. En vrai, ouais. c'est plutôt un contenu tous les 1,75 jours, tu vois, 1,5 jours. Ouais. C'est quasiment un contenu par jour, quoi. Enfin, c'est vraiment un rythme qui est très soutenu. Et au final, j'avais l'impression de devenir un peu l'esclave de la plateforme, quoi. Ouais. Et en plus pour des reach qui n'en font que baisser. Peut-être aussi parce que les gens se lassent à un moment. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça, je pense. C'est toujours un peu la même forme, le même contenu, même moi en train de parler dans un micro en face des gens. Je sais pas, ça. Ouais, je pense que ça. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ça. Ouais, on est preneur de vos avis. Moi, j'ai pensé à plein de nouveaux formats. Beaucoup plus spontanés, avec beaucoup plus de storytelling pour vous raconter un peu notre vision des choses, mais d'une façon qui est différente. Ouais. Et j'ai envie de faire ça et poster, comme tu disais, moins. Vraiment moins. Genre une fois tous les 3 jours. Même une fois, 1 ou 2 fois par semaine max. Ouais, hein. voilà. Ouais. Exactement. Une ou 2 fois par semaine, ouais. Et mais du contenu de qualité, quoi. Ouais, voilà, des trucs qui sortent un peu plus de l'ordinaire, un peu plus créatifs, pour vous montrer cette partie-là aussi de nous, parce qu'on est tous les deux très créatifs. Oui. Et parce que moi, c'est mon métier à côté. Je suis musicien, je suis créateur de contenu. Voilà, j'adore ça, quoi. J'adore faire du montage vidéo. Anna on va vous parler après. Mais voilà, donc on va tester toutes ces nouvelles choses-là. Totalement. Et peut-être Et pourquoi aussi ce truc-là ? Parce que c'est vrai qu'on se dit on a tenu quand même pendant 1 an et demi et c'était vraiment on a adoré. C'était pas du tout c'est que récemment qu'on s'est senti un peu esclave de tout ça et de ce rythme-là. Mais en fait, c'est vrai que l'année dernière, on avait du temps tous les deux. Globalement, moi j'étais à mi-temps dans mon métier de dentiste, donc clairement on avait tous les deux beaucoup de temps pour ça, et du coup ça remplissait nos journées. Enfin, c'était trop bien. Et il se trouve que cette année il y a des choses qui ont un peu changé et on a moins le temps aussi de poster tous les jours et d'être vraiment créateur de contenu à temps plein, quoi. Donc il faut aussi qu'on réadapte ce truc-là par rapport à nos nouveaux emplois du temps, parce qu'effectivement il y a eu du changement et peut-être on peut vous en parler. Carrément. Ouais. Moi déjà à toi l'honneur. Le truc le gros truc, c'est que là je vais officialiser entre guillemets ma pratique de thérapeute. Ça fait déjà 1 an et demi depuis la création du podcast que je reçois beaucoup de messages d'abonnés, de vos messages qui me demandent des suivis, et donc je suis pas mal d'entre vous déjà depuis ce temps-là. Voilà. Et donc du coup là, l'idée c'est que moi j'ai entamé un parcours de formation il y a quelques années. Et là j'ai envie d'ouvrir beaucoup plus et d'en parler de façon vraiment ouverte, et que ce soit un sujet sur la voie du couple, ma pratique de thérapeute. Donc peut-être je peux vous en dire un peu plus sur mon parcours. Oui, vas-y. De toute façon il y a un site internet que j'ai créé dans lequel je reviens un peu sur tout ça, et que je vais partager là dans les prochaines semaines, dans lesquelles vous aurez toutes les informations si ça vous intéresse aussi par ailleurs. Est-ce qu'on peut donner l'adresse l'adresse tout simplement johanguez.com en fait. Johanguez. Johan Y-O-A-2-N G-U-E-Z.com. Et voilà. Et pour parler un peu de mon parcours,
Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. Je suis pas peut-être, sûre. donc on va le faire. En vrai, je suis pas sûre. Ouais. En tout cas, ça fait longtemps. Donc, pour les nouveaux qui nous connaissent pas, peut-être on se représente. Ouais. Ben alors du coup, ouais, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait de la prépa. Après, je suis rentré dans une école de commerce. J'étais à HEC. J'ai passé les concours et j'ai été accepté. J'ai pas du tout aimé mes études dans cette école. Du coup, je me suis formé à la réalisation musicale, à la production musicale, c'est-à-dire aux logiciels de montage musicaux, à la guitare, aux instruments, voilà. Bah, tu faisais de la musique à l'ingénierie sonore. Ça faisait longtemps que je faisais de la guitare, depuis que t'étais petit. mais j'ai Ouais. intensifié ma pratique très fortement. Et après, j'ai enchaîné des jobs dans des industries un peu créatives. J'étais à bras droit d'un marchand d'art. Enfin, je fais plein de choses comme ça. Je fais aussi un peu de montage vidéo et tout. Et derrière, je me suis mis à devenir, je suis devenu compositeur de musique à l'image pour Universal. Depuis, je bosse plus avec eux là depuis un an, mais je continue de travailler en tant que compositeur de musique à l'image. Donc, musique à l'image, c'est de la musique spécialisée pour les films, les publicités, etc. Mhm. Et j'ai toujours aussi, par ailleurs, été passionné de philosophie, de psychologie. J'ai toujours énormément lu à ce niveau-là. J'adorais la philo quand j'étais en prépa et quand j'étais au lycée. Et j'ai toujours été passionné par ça, quoi. Et donc, j'ai toujours... moi, je m'étais dit dans ma tête, plus tard, je serais soit prof de philo, soit psychiatre, soit artiste. Vraiment, je voulais faire ça. Bon, psychiatre, c'est raté parce que j'ai pas fait d'études de médecine. Mais j'avais toujours vraiment cette vocation, ce truc profondément en moi, comme si je savais qu'un jour j'allais devenir thérapeute, quoi. Mais je l'ai toujours su, quoi. Mhm. Et voilà. Et donc, c'est au moment où j'ai rencontré Anna que j'ai eu le déclic pour commencer un parcours de formation. Et donc, je me suis formé à plusieurs approches, à la relation d'aide d'abord, qui est une approche vraiment centrée sur la personne, issue de la doctrine de Carl Rogers, qui est un Américain qui a révolutionné un peu la psychothérapie dans les années 60 par son empathie et par son sens de l'écoute. Voilà. Après, je suis toujours d'ailleurs supervisé et suivi par un thérapeute en TCC qui lui est de la branche de Albert Ellis, qui est une branche des TCC aux États-Unis qui est très connue. C'est la thérapie émotive rationnelle. Donc voilà, j'ai aussi cette corde à mon arc là, on va dire, puisque voilà, je la pratique en tant que consultant cette fois-ci. Et par ailleurs aussi, je me suis formé plus récemment à la Gestalt, voilà, avec Angelo Follet d'ailleurs qu'on a reçu dans ce podcast là. Et voilà, et donc j'ai tout cet arsenal là thérapeutique. Et voilà, donc maintenant j'ai à cœur d'ouvrir considérablement ma pratique et de vous suivre. Et d'en faire un truc qui prend plus de place dans ta vie. Exactement. Globalement. Exactement. Et alors peut-être un point sur la Gestalt, parce que c'est la posture que j'ai aujourd'hui. C'est une posture qui est fondée sur le présent. Bien sûr, je suis à l'écoute de votre récit, hein, de ce qui vous amène, de ce qui est souffrant à travers vos mots, de ce que vous me racontez de votre passé. Mais on va toujours se baser dans cette thérapie-là sur les résonances émotionnelles dans le présent. C'est le présent qui nous intéresse. Donc vous me racontez votre histoire, oui, mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous ressentez maintenant. C'est la façon dont vous me le racontez à moi et ce qui se passe dans le présent de la relation thérapeutique. Et c'est ce matériau-là qui nous sert de point de départ et de point de fin, en fait, pour créer cette relation thérapeutique. Et j'ai à cœur aussi, vous verrez sur mon site internet, j'axe vraiment ma pratique sur l'idée du lien sécure. Et sur l'idée que la thérapie peut vraiment être un endroit dans lequel on peut reconstruire un peu de sécurité du lien. Quand on parle beaucoup, vous savez, d'attachement. Oui. Et c'est un endroit pour moi qui est privilégié pour reconstruire un peu de sécurité. Pourquoi ? Parce que le thérapeute, c'est quelqu'un qui est là quand ça va mal, quand ça va bien aussi, mais quand ça va mal, et qui, par sa présence, en fait, et par sa volonté d'être avec vous dans l'endroit où ça souffre, peut vous montrer peut-être un chemin à deux à construire, peut montrer un chemin dans lequel on peut être là malgré la souffrance, l'un pour l'autre. Et le thérapeute pour le consultant. Et ça, je pense que c'est très précieux. Moi, j'en ai fait l'expérience aussi. L'idée que parce que le thérapeute, je sens sa présence profonde à moi, et pas seulement parce que je le paye, parce que je sens qu'il s'intéresse sincèrement à moi, parce que c'est son métier et que ça le passionne. Et parce que je sens qu'il peut être là avec moi dans ma souffrance, il y a quelque chose qui libère un peu d'espace dans ma capacité à vivre avec ma souffrance.
et qui peut changer ma perspective sur ce que je ressens. Et parce qu'en fait, la base de ça, c'est que je me rends compte que dans la vie, on essaie souvent de trouver des solutions à ce qu'il y a de douloureux. Alors que parfois il y a certaines choses qui n'ont pas de solution. Et parfois il y a certains conflits qui sont sans issue. Alors il y a des problèmes qui ont des solutions dans la vie, mais il y a beaucoup de choses qui sont sans solution, quoi. Les blessures du lien, par exemple, elles sont sans solution au sens où elles sont un héritage de notre passé, de notre façon de voir les choses. Et on peut pas résoudre ça comme on résoudrait un problème, tu vois, financier ou je ne sais pas, un problème un peu objectif. Plus concret, ouais. Et donc. Et au contraire, l'idée de vouloir absolument résoudre ça par l'extérieur, par exemple avec une nouvelle relation, avec un nouveau médicament, il y a un danger à ça en fait. Même si parfois ça peut être utile, évidemment. Je suis pas en train de critiquer dans l'absolu la prise de médicaments, etc. Mais c'est pareil avec le thérapeute, faut pas attendre du thérapeute aussi, tu vois, qui solutionne nos problèmes. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est... Bien sûr. C'est la même chose. Oui, bien sûr, c'est ça, exactement. Mais donc, ce que le thérapeute peut montrer, en fait, la voie qu'il peut montrer, c'est, tout ça pour dire, c'est cette idée d'apprendre à cheminer un peu plus avec nos poids, quoi. Ouais. Tu vois ? Et même si c'est dur, apprendre à être avec. Et j'ai l'impression que c'est ça le seul moyen, en fait. C'est, tu sais, en anglais, cette expression, c'est « the only way out is through ». C'est-à-dire le seul chemin qui te mène à sortir du problème, c'est de le traverser. Et je pense que ça, c'est très précieux. Et je pense que c'est ma vision de la thérapie, en fait, c'est ça. Ouais. C'est la thérapie. Le thérapeute, c'est quelqu'un qui aide à traverser, qui aide à mieux traverser. Tu vois ? C'est pas quelqu'un qui aide à résoudre, c'est quelqu'un qui aide à mieux traverser. Aide à résoudre, c'est très bien aussi. Ça, c'est une posture de coach. Et parfois, il y a aussi... il y a certains problèmes, parfois les gens viennent me voir avec certains problèmes qui sont des problèmes plus concrets, et là on peut rentrer dans de la rémédiation et voir comment on peut résoudre ça. Mais il y a certains problèmes, les problèmes plus profonds là, au centre tu vois, le problème du lien, où là il y a qu'à traverser, quoi, et traverser ensemble. Et c'est à ça que sert pour moi la thérapie. Et donc, si ça vous intéresse cette approche-là, j'en parle beaucoup sur mon site internet. Pour moi, c'est ça développer un lien sécure, c'est être capable de cheminer avec nos pesanteurs, avec nos difficultés, et avec celles des autres aussi. Tu vois ? Et ça fait un écho peut-être sur la relation. Les belles relations, c'est pas les relations dans lesquelles il y a zéro problème. C'est les relations où on apprend justement à traverser les problèmes ensemble. Ouais. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal, en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est un changement de regard sur ce qui fait mal, sur ce qui est souffrant. C'est insurmontable. Il faut absolument que je le résolve par tout un tas de solutions compensatoires. Ça peut aller de la drogue à l'addiction en tout genre, hein, à justement, je crée un peu d'espace pour être avec, quoi. Et c'est très difficile, mais c'est ça, j'ai l'impression, la sécurité du lien. Et je pense que, ouais, les beaux couples, les petits vieux qui sont ensemble après 80 années et qui sont encore amoureux de mariage, parfois même plus, c'est souvent ça, en fait, qu'il y a derrière. C'est cette capacité à traverser ensemble, quoi. Ouais. Donc cette capacité à porter ensemble ce qui va pas, quoi. Et pour moi, c'est à ça que c'est la thérapie. Voilà. C'est ma vision de la thérapie. Et c'est ça que j'ai à cœur de partager avec vous. Voilà. Bah oui. Donc c'était peut-être un peu long, je sais pas, mais en tout cas, non, c'était très clair. Ouais, je voulais présenter ça. C'est pas forcément évident d'en parler, mais voilà. Et donc pour arriver à ça, je pense que la Gestalt est un outil qui est extrêmement puissant et intéressant. Parce que justement, il se base sur la relation thérapeutique. Comment, en fait, c'est une pratique qui nous invite, en tant que thérapeute, à affiner notre posture pour être le plus présent et le plus à l'écoute possible, de la façon la plus présente et la plus nourrissante possible pour l'autre. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est tout un arsenal d'outils pour arriver à ça. Et c'est comment être à l'écoute, en fait. Comment être présent à la relation et s'ouvrir à ce qu'il y a à chaque fois de nouveau dans cette relation, parce qu'aucune relation ne ressemble à une autre. À chaque fois que vous venez, on construit quelque chose ensemble qui est totalement neuf. Et donc c'est comment se préparer à ça et être capable d'écouter et d'aider dans ce contexte-là. En fait, c'est une co-création avec ton patient. Ouais. Et donc pour moi, c'est extrêmement aidant et c'est vraiment la base de ma posture, c'est ça, quoi.
Et après, bon, il y a plein d'autres choses sur la Gestalt, parce que le Gestalt, c'est la forme, c'est l'idée qu'il y a une forme qui peut émerger dans le présent de la relation. Bref, après, c'est un peu plus, mais vraiment la base de ce que c'est que la Gestalt, pour un peu le vulgariser, c'est pour moi en tout cas tel que je la pratique, c'est ça. Ouais, voilà. Peut-être que je suis timide. mais en fait voilà, et donc les changements c'est pas seulement pour moi, parce que en même temps Anna aussi Ouais. t'es en train de te former aussi, Oui. Oui, effectivement, c'est un peu une... J'ai pas envie de dire reconversion professionnelle parce que j'en suis pas encore là. Mais c'est un peu, oui, c'est en tout cas un début d'un nouveau truc pour moi. Parce que voilà, moi, si vous savez pas, donc je suis chirurgien dentiste et chirurgienne dentiste. Et je chante depuis toujours, depuis que je suis petite. C'est ma passion, la voix. C'est aussi pour ça que j'aime bien parler dans ce micro. Voilà, la voix, parler, la voix chantée, tout ce qui est autour de la voix, tout ce qui est autour de la musique aussi, parce que je suis aussi autrice-compositrice. J'ai plusieurs projets en cours. Bah d'ailleurs, t'as sorti un EP que je vous invite à écouter avec. Oui. Vous pouvez aller retrouver sur ma page Instagram. Et d'ailleurs, sur La Voix du couple, il y a ton, tu sais, dans la biographie, il y a Nanoutai, tu sais, le podcast. Enfin, en gros, si vous voulez écouter. Il y a nos liens vers nos comptes. Ouais. Donc, si vous voulez aller écouter et soutenir mon projet, merci. Ton projet, c'est Nanoutai, Nanootai. T-A-I. Vous allez la trouver sur Instagram rapidement. Avec ça. Ouais. Et donc voilà, ça a toujours été ma passion. Et jusque-là, j'ai fait surtout de la musique et de la composition, mais récemment, j'avais commencé à donner des cours de chant à des amis et à quelques personnes, et j'avais trouvé ça super, quoi. Vraiment, c'était des moments qui étaient vraiment très agréables pour moi, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et du coup, j'ai pris la décision d'officialiser un peu ce truc-là en me formant réellement pour avoir plus de théorie et voilà, et une meilleure pratique à l'avenir. Donc j'ai commencé une formation avec notre formateur qui s'appelle Richard Cross. Je sais pas si vous le connaissez. Il est très connu, c'était le prof de la Starac. Il est très connu, ouais. Quand j'ai vu sa tête, j'ai fait ah oui, effectivement, je me souviens. Oui, il est très connu, c'est presque le coach vocal, un des coachs vocaux les plus connus en France. Et donc voilà, j'ai commencé sa formation en février. C'est une formation sur 2 ans et c'est riche. C'est très très riche. Aussi. C'est très intense, c'est très riche. Et du coup, ça me prend beaucoup de place moi dans mon planning aussi. Parce que je continue mon métier aussi à côté. Donc je dois prendre aussi de nouveaux élèves. Donc c'est vraiment tout ça qui vient en même temps, donc ça fait beaucoup pour moi aussi de gérer tout ça, plus le podcast, plus les réseaux sociaux du podcast. Donc effectivement, on a dû aussi trouver des compromis aussi par rapport au podcast, et effectivement je serais peut-être à l'avenir un petit peu moins investie. Si parfois vous m'entendez pas sur les épisodes, c'est que je suis en formation ou voilà, et on voulait vous prévenir, c'est pas du tout que Johan m'a évincé, non, c'est mon choix à moi, parce qu'il y a aussi peut-être ce truc là dont j'aimerais vous parler, c'est quand on fait des projets à deux, c'est pas grave si on n'est pas tous les deux à 100% dans le truc de A à Z, et c'est ok. Et je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc là, et pendant longtemps tu culpabilisais de j'ai énormément culpabilisé par rapport à ça, alors que pourtant en plus moi je te mettais pas tellement ça m'a arrangé même parce que moi ça me passionne de faire toi ça te passionne, donc en fait ça te dérangeait pas que je sois là ou pas là, évidemment c'est mieux quand je suis là, mais c'est pas non plus toi c'est ta passion dans tous les cas, donc c'est pas du tout compliqué pour toi de faire ça. Moi c'était toujours un petit peu plus difficile, j'ai toujours un peu plus l'impression de ramer, et parce qu'en fait je me suis rendu compte que moi j'adore parler dans le micro du podcast, mais par exemple la création de contenu c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins faire, et également parler de thérapie, moi c'est moins mon domaine, même si évidemment le coaching vocal il y a aussi une partie thérapeutique qui est pas du tout négligeable là-dedans, parce qu'on va travailler la voix, donc on va travailler des blessures, on va travailler la confiance en soi, donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on vient travailler, les émotions aussi, mais c'est vrai que tout ce qui est psychothérapie, dans le sens psychologique, c'est un peu moins ma passion. Et c'est ok en fait, et je vais pas me forcer pour fitter avec ta vision à toi, et je pense que c'est hyper important ce truc là, parce que vraiment
j'ai beaucoup culpabilisé et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est ok mais je pense qu'il y avait aussi une forme d'ego là-dedans. Tu vois, genre j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent dans ce projet La Voix du couple et je sais pas, de me dire que petit à petit j'allais peut-être devoir prendre mon envol et me séparer de ce truc-là que j'ai construit avec toi. Je sais pas, je crois que ça m'a fait du mal aussi à l'ego et j'avais... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On sera jamais vraiment séparés dans tous les cas parce que non, mais de ta ouf. présence elle est toujours là dans le, tu vois. Moi c'est ce que je dis dans le site aussi, j'aurais jamais fait ça sans toi, tu vois. Je sais. Mais c'est vrai que mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait un truc d'ego où j'étais là ah ouais, mais ce truc-là on l'a construit à deux. Mais en même temps j'avais et maintenant c'est lui qui va continuer et moi je dois recommencer à zéro un truc de mon côté. Mais tu recommences pas à zéro et de toute façon j'avais toujours été lead sur le projet, c'est-à-dire j'avais eu l'idée à la base. C'est ça. Et tu m'as très bien accompagné, tu continues de le faire très bien, mais je pense que ouais c'est ouais, mais moi ça me faisait un peu mal de tu vois, et je me disais et les gens ils vont pas comprendre, tu vois, genre tu penses aussi beaucoup au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire que je lâche le bateau, tu vois ce que je veux dire, que j'abandonne pour faire mes trucs de mon côté, mais en fait il faut lâcher ce truc là et juste faire des trucs qui nous plaisent quoi. Enfin c'est vraiment c'est la conclusion de ce truc là. Bien sûr. Je suis sûre que vous comprendrez et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages si vous avez vécu une situation comme ça aussi avec soit un partenaire, soit aussi un partenaire de travail avec qui vous avez monté une boîte et vous vous êtes rendu compte après que votre voix elle était peut-être aussi dans un truc qui était peut-être un peu différent. Mais donc voilà, je serai toujours là parce que j'adore parler dans le micro parce que je suis chanteuse aussi, donc moi les micros j'aime bien. Donc j'adore raconter ma vie aussi. Donc vous me verrez encore, évidemment, je serai là, mais parfois je serai peut-être un peu plus dans l'ombre, derrière les caméras et un peu moins devant. Et c'est ok parce que j'ai besoin d'être devant, mais à un autre endroit dans ma vie et plus dans ce truc-là que je suis en train de développer du coaching vocal. Et puis de toute façon, ça me fait penser à un truc aussi, c'est qu'en termes de stratégie entre guillemets, on va faire passer le podcast un peu plus au second plan. Du coup, dans ce qu'on va faire, ce sera quand même la base de notre propos. Parce que encore une fois, je remarque aussi que les gens qui me consultent, c'est quasiment tout le temps pour des problèmes relationnels. Hein. Et donc c'est ce qui vous parle. Et je pense que c'est aussi le point de départ, le point d'arrivée. Tu vois, la relation entre guillemets, enfin la relation au sens global et la relation amoureuse parce qu'elle est tellement puissante et qu'elle fait ressurgir tellement de choses en nous. C'est vraiment un point de focal, un pilier. Donc on continuera de parler de ça, mais le podcast en tant qu'objet podcast, il passera un petit peu à un plan qui sera un peu moins prioritaire. Là, toute notre production de contenu était fondée sur les vidéos qu'on prend là autour du podcast, tu vois. Et donc là, ça va un petit peu. Ça va être relégué à un niveau de priorité qui est un peu moins important, même si on continuera de sortir des épisodes. Mais le plus important, ça sera de partager de façon un peu plus spontanée des choses sur la relation, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, et de partager aussi ce que je fais en thérapie. Et voilà. Et donc et nos histoires de couple aussi. Et nos histoires et vos histoires bien aussi. Sûr. Mais voilà, voilà, ce serait un peu plus riche, on va dire, plutôt que cette approche-là dont on s'est un peu lassé. Voilà, c'est normal aussi. Hein, ça... Franchement, c'est humain, quoi. Ça évolue. Hein. Ouais. Non, mais et puis aussi, il y a un truc de... On est deux personnes qui sont très curieuses. Oui, bien tu sûr, vois, c'est vrai. moi, je sais que je me lasse assez rapidement des choses et j'aime bien, en fait, toujours... quand je sens qu'il y a un truc qui est un peu trop maîtrisé, et là, je pense qu'on a eu ça aussi avec le podcast et les réseaux, c'était devenu une routine un peu ennuyeuse parce que ça y est, on connaît, on enregistre, on installe, on enregistre. Il y avait vraiment une routine. Ensuite, on publie les épisodes, c'était très cadré, et en fait, on se sentait tous les deux très enfermés dans ce cadre qu'on s'était nous-mêmes ouais, mais tu imposé. vois, il y a aussi, tu vois, ça reparle de ce dont on parlait tout à l'heure en thérapie. Ouais. C'est que c'est important de faire évoluer le cadre. Oui. Mais pas de vouloir rompre tout cadre. Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde un cadre. Moi, il y a plein de gens qui viennent me consulter. Mais oui. Mais qui justement sont dans ce truc, je me lasse vite. Ouais. Et en fait, quand ils se lassent, ils détruisent le cadre. Non, mais c'est pour ça que c'est exactement le sujet. En ayant l'impression que le prochain cadre sera enfin le cadre. Alors qu'en fait, c'est interminable. Alors qu'en fait, je pense que c'est une illusion. Ouais. Et moi, je pense que le problème, c'est pas le cadre. C'est que, en fait, quand tu fixes un cadre à un instant T, il y a forcément un moment où, en fait, tu deviens toi-même plus adapté au cadre que tu as fixé à ce moment-là, puisqu'on est des créatures qui évoluent en mouvement permanence. Tout le temps, ouais. Tu sais, ça me fait penser au homard, apparemment, le homard. Je
Je te jure, c'est vrai. Le homard, ce qui se passe, c'est que donc il se crée une coquille autour de lui, et à l'intérieur, c'est du mollusque, hein, c'est mou. C'est mou. Et en fait, donc il grandit comme ça, et puis il y a un moment, il devient trop à l'étroit dans sa carapace. Ouais. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se met sous un rocher, il hiberne un peu, il casse sa carapace et il en crée une nouvelle qui est un peu plus grande. Mhm. Et après, du coup, une fois qu'il est à l'abri des prédateurs et qu'il a pu finir son processus de création de nouvelles carapaces, et ben il ressort et il va. Voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est sans la carapace, impossible de vivre. Mais c'est tout mou. Le truc, il se retrouve dans la jungle océanique, c'est il se une fait belle bouffer image. la gueule en C'est 5 une belle secondes. image. Ouais. Donc l'idée, c'est de en fait finalement de pas vouloir renier le cadre, de dire Mais de l'adapter, quoi. de passer du cadre au non cadre, c'est simplement de faire adapter le cadre et de passer du coup forcément par des petites périodes d'hibernation. C'est ça, comme on a vécu dernièrement. Parce qu'il y a un moment où ton cadre, ça. tu te sens les trois dedans. Ouais. Et donc du coup dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est pas de gesticuler. Ouais, c'est pas d'abandonner aussi, c'est pas de dire on arrête, parce que c'est quand même un projet qui nous tient à cœur et qui malgré tout nous passionne tous les deux. Enfin, on adore parler de relations, de couple, etc. Et ça a pas changé. Ouais. Peut-être qu'un jour ça évoluera, on sait pas, mais pour le moment ça a pas changé. C'est juste que on a une forme de lassitude dans la manière de créer autour de ces sujets-là, et donc c'est ça qu'on veut changer. Donc là, il est temps de mettre au point un nouveau cadre, et ça va se faire petit à petit. Oui. Voilà, ça va se faire en douceur. Vous allez voir, la transition va se faire en douceur. Oui. Il y avait peut-être un dernier sujet dont je voulais parler aussi. C'est par rapport à la créativité, du coup, parce que tout ça, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé par rapport à mon approche thérapeutique et dont je parle beaucoup dans mon site internet, parce qu'on est tous les deux artistes. Oui. J'ai envie de partager un peu plus de ça d'ailleurs, un peu plus de musique. Avec plaisir. Et donc on est tous les deux très créatifs. Oui. Et en fait, moi, il me semble que la créativité, parce qu'on parlait du homard là, ça m'a en fait, avant de conclure, ça me semble essentiel en fait, la créativité. Ouais. Et tu vas me dire. Il n'y a pas besoin d'être artiste pour créer, non, en fait, rappelons-le aussi. Donc, quel est le lien avec le lien sécure, justement, dont on parlait tout à l'heure, avec le fait de pouvoir traverser les zones d'ombre qu'on peut avoir sans vouloir absolument les bazarder ou les solutionner, et apprendre à respirer avec et à cheminer avec. Et en quoi ça a un lien avec la question de la créativité ? Et ben pour moi, en fait, c'est complètement lié. Parce que la créativité, c'est quoi ? C'est la capacité, avec ce qui t'est donné, ce qu'il y a de beau et de moche dans tout ce que tu as reçu, moche entre guillemets, la capacité à créer quelque chose de nouveau avec ce que tu as. Et c'est toujours comme ça, hein, que ce soit en création musicale ou en création dans la vie tout court, en termes de créativité globale. Pour moi, je sais pas, toute chose où, à partir d'éléments disparates, tu fais venir quelque chose de nouveau. Je sais pas, tu as des planches de bois, tu les coupes, t'en fais un nid d'oiseau, je sais pas quoi. C'est de la créativité, tu vois. Bien sûr. Et en fait, à chaque fois, c'est le même ressort. C'est on part de ce qui est là, de ce qui est bien et de ce qui est pas bien, de ce qui est beau et de ce qui est moche, et on en fait quelque chose à partir de ça. En fait, l'artisan avec son bout de bois, il part de son bout de bois. Et s'il y a une rainure qui est pas très belle et qui est pas, en fait, il fait avec parce que c'est son bout de bois. Et il va pas réabattre un arbre pour juste simplement pour peaufiner le truc. Non, il a sa planche de bois et à partir de cette contrainte-là, il va créer. Et c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de changer notre regard sur nos difficultés. Parce que tant que nos difficultés nous paraissent tellement inacceptables, qu'on est soit dans le déni, soit dans la haine de soi, on peut pas créer. Parce qu'on refuse ce qui est là. On refuse aussi les difficultés. Or, la créativité, c'est justement un changement de regard parce que c'est utiliser la difficulté pour créer, et aussi ce qu'il y a de bien, pour créer de la nouveauté. Et la nouveauté, elle se crée jamais avec uniquement ce qu'il y a de bien. Si vous voulez créer avec uniquement les parts de lumière que vous avez en vous, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Et ça donnera quelque chose qui est pas vulnérable, en fait. Ce qu'on aime, et c'est ça qui touche, mais que ce soit dans les œuvres artistiques et dans tout le reste, c'est les failles, en fait. C'est ça qui est beau, quoi. Un artiste qui vient, qui est dans sa posture, genre sur scène, qui arrive, qui fait semblant de pas avoir peur du tout et qui est pas vulnérable, ça se sent et les gens résonnent pas avec. Ce qui est beau, c'est quand la personne elle vient sur scène avec ce qu'elle sait faire de beau, avec sa voix, avec sa présence, et en même temps ça trouille et qu'elle essaie pas de dissimuler ça, et qui dit ouais, je suis là, et ça c'est touchant, Et faites l'expérience quand vous allez, je prends la métaphore de la musique parce que on est musicien, mais vous en faites l'expérience ça. Si vous allez à des open mic par exemple, vous verrez, c'est clair. Il y a des gens qui arrivent dans une posture, c'est pas vulnérable, c'est pas touchant. Il y a quelque chose qui ils veulent montrer que le positif, tu vois, et en fait du coup ça se dissimule, ça met des masques mais mal placés, et ça résonne pas. Et t'en as d'autres qui arrivent avec tout ce qu'ils sont, ils arrivent avec leur lumière et leur ombre, ils essaient pas d'être qui ils ne sont pas,
et ils le font d'une façon qui est... Alors, il y a quand même des masques, parce qu'on peut jamais complètement s'affranchir d'un masque, mais il y a quelque chose qui est plus vulnérable, quoi. Il y a quelque chose qui accepte de se montrer quand même un peu, quoi. Et de se montrer sans se travestir complètement, quoi, tu vois. Et c'est-à-dire de venir avec ta faille, quoi. Ouais. Et ça, et là, il y a quelque chose qui est puissant. Mais du coup, ça me fait penser aussi de se reconnecter avec sa faille, tu vois, parce que en tant qu'artiste, je pense qu'on a tous des failles, surtout les artistes. C'est pas un mythe, mais parce qu'on a un ego aussi par rapport à l'art, etc. Et moi, j'ai vécu un truc comme ça, genre, et j'ai la sensation aussi que cette reconversion que je vis en ce moment, elle me met face à ma faille de l'artiste, tu vois, qui a 30 ans aujourd'hui et qui a pas percé, quoi. Tu vois, ça me met face à cette faille-là. Et il faut pas que je pleure. mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que je traverse. Je sens qu'il faut que je traverse ce truc-là. Et je pense que dans la formation, on est beaucoup à avoir un parcours un peu similaire. Et du coup, il y a des résonances entre nous qui sont assez intenses, parce qu'on est vraiment reflet l'un de l'autre de ces parcours-là, où on arrive là dans le coaching, soit par passion, mais les 3/4 sont en reconversion. Et il y a et je pense que c'est général à la reconversion, hein, pas uniquement dans le cadre de ce que je fais moi. Je pense que ça peut parler à tous les gens qui sont en reconversion professionnelle, parce que la reconversion professionnelle te met face justement à cette faille-là, que pas d'échec, parce que échec c'est dur, mais de ce truc-là que t'as du mal à accepter. Et moi, j'ai beaucoup douté aussi, là, depuis que j'ai commencé cette formation. J'ai jamais autant douté de ma vie, en fait. J'ai jamais autant douté de me dire, est-ce que c'est vraiment la voie que je veux? Est-ce que ça va me plaire, le coaching vocal? Je sais pas. Je donnais que quelques cours. J'ai pas non plus 50 élèves, tu vois. Donc, c'est ce truc-là aussi qui fait peur aussi, tu vois. Bien sûr. Et tu te dis, est-ce que ça va me plaire? Et du coup, c'est cette faille-là, je pense qu'il faut la traverser. En fait, c'est simple, en fait. En réalité, l'idée, c'est que déjà, accepter. Pourquoi c'est dur d'accepter nos failles? Déjà, c'est dur par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre ego, par rapport à la vision qu'on aimerait avoir de nous-mêmes. Ouais, on aimerait se croire fort, etc. Et ensuite, c'est surtout très dur à cause du regard des autres. C'est-à-dire, c'est comment je vais être reçu dans ma faille. Si je commence à créer du nouveau et que du coup, dans ce nouveau-là, je mets un peu de ce qui est beau et un peu de ce qui est moche, mais comment je vais être reçu dans ce qui est moche? C'est ça qui est terrifiant aussi. C'est à cet endroit-là qu'elle est là, la peur. Et c'est pour ça aussi que la créativité, je parlais tout à l'heure de la créativité, que c'est essentiel pour moi pour accéder pour se sentir beaucoup plus vivant, en fait, dans notre vie et se sentir aligné avec notre potentiel et avec la personne qu'on a envie d'être. C'est que pour arriver à ça, bah, il faut être créatif, c'est-à-dire il faut être capable de changer, il faut être capable de créer du nouveau, du neuf dans notre vie. Et ça, quand on crée de la nouveauté dans notre vie, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un souffle libérateur, tu vois. Mais il y a une résistance aussi. Mais bien sûr qu'il y a une résistance. C'est de celle-ci dont je parlais justement. Bien sûr qu'il y a une résistance, parce que en fait, créer du nouveau, c'est aussi assumer complètement tes failles. Ça fait partie du truc. En tout cas, les assumer et en faire un terreau pour créer. Et ça, c'est flippant, mais comment tu vas être reçu là-dedans? Comment je vais être reçu si je commence à parler de ce qui est vulnérable en moi? Comment je vais être reçu si j'accepte ce qui m'est intolérable, c'est-à-dire changer, quoi. Ce qui est moche. Et puis ça implique aussi, parfois, on peut être un peu de façon un peu étrange, on peut être accroché à... Oui, c'est ça. Tu vois, accroché à un passé, à une idée, à un une passé projection. qui nous définit, tu vois, mais à une souffrance, parfois on peut y être accroché aussi. C'est ça. Et il y a ça aussi, c'est parfois la créativité, c'est aussi cette souffrance, tu la montres, mais aussi t'en fais quelque chose d'autre. Donc t'acceptes qu'elle se dilue. Et parfois t'es tellement accroché à ta souffrance que tu résistes, que tu veux pas en fait la mettre au service de quelque chose de créateur. Non, c'est ton ego, c'est ton identité. Il y a une carapace qui se crée à cet endroit-là, mais c'est une carapace qui devient suffocante. Oui, moi j'ai vécu ça avec mon projet artistique. Je pense que j'ai vécu ça et je pense que ça va me faire du bien de faire autre chose avec ma capacité, avec ma voix en fait, de créer autre chose. Et peut-être que ça va me reconnecter aussi, du coup, mais il faut pas que j'ai des attentes, mais peut-être que ça va me reconnecter aussi à mon projet artistique. Et bah ouais. En tout cas, je laisse sa chance au truc. Ouais, bah c'est exactement. On peut prendre ton exemple pour cette idée de
tu peux t'accrocher justement à cette vieille vision que tu avais de toi-même, un peu égotique, Ouais, de moi j'aurais carrément. voulu percer dans la musique, c'était ça que je voulais faire, c'était ça, etc. Ouais. Et tu pourrais l'utiliser d'une façon qui n'est pas créative, c'est-à-dire simplement devenir aigri C'est ça. et te dire finalement, et en fait, et élaborer des stratégies autour de ce truc qui est un peu sclérosé en toi, Ouais. et pour te rassurer, c'est-à-dire devenir l'artiste aigri qui passe son temps à L'artiste cracher sur maudit, tous les quoi. artistes, quoi. Ouais. On en connaît tous des comme ça, des gens qui sont restés accrochés à leur idée. Ouais, de toute façon, moi, je devais percer, mais j'ai pas pu. Si Et du j'étais coup, née à une autre époque, voilà. ma musique elle aurait plu. Et du coup, je passe mon temps à cracher sur tous les autres artistes parce que j'ai pas pu réaliser ça. Oui. Et donc ça, c'est une façon de s'accrocher à sa souffrance, mais qui n'est pas créative. C'est pas un ajustement créateur pour reprendre les mots de la Gestalt. Bah, c'est un ajustement c'est- conservateur. C'est-à-dire je reste sur ce qui aurait pu être et j'utilise ça pour critiquer et pour rien construire en fait finalement. Ouais. Et donc l'idée justement, c'est de mettre l'énergie que t'as voulu mettre, mais qui n'a pas réussi à aboutir dans ce projet-là, et qui devient une faille du coup parce que ça n'a pas réussi à aboutir ici, ben tu dis ok, ça n'a pas réussi ici, du coup je prends acte de ça et je commence à construire à partir de ça, à partir du constat que là ça n'a pas marché. Ouais. Donc c'est ni un déni, ni un truc où je m'accroche à ça en me disant que finalement c'est à cause des autres. Voilà, non, c'est ni l'un ni l'autre, ni le déni, ni c'est à cause des autres, c'est je prends acte que là ça a fait mal, qu'à cet endroit-là ben, j'ai pas pu y arriver, et je pars de ça pour construire une nouvelle réalité. Exactement. C'est ça en fait ce truc. Et en thérapie, quand on parlait de changement de regard tout à l'heure sur ce qui va pas et sur nos failles, c'est ça qui est à l'œuvre. Mhm. C'est ne pas être dans le déni de sa souffrance et de ce qui va pas, et ne pas non plus être dans un truc où je m'accroche à ça en me disant c'est la faute des autres et en fait finalement c'est à cause des autres et je vais pas. Non, c'est partir du principe qu'ok, là il y a quelque chose qui est brisé, là il y a quelque chose qui souffre. Ok, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? Mais ça demande du coup de s'écouter, de tester des choses Et je te jure, quand tu commences à et faire de ça, sortir de sa zone de confort aussi, vraiment. bien sûr. Et c'est ultra difficile. Moi, mes premiers cours, même si c'était avec des amis, mes premiers cours, je peux vous dire que j'étais pas bien avant. Hein. J'ai préparé pendant des jours, etc. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais mes premiers cours, je pense que s'il y a certains psys parmi vous, ou certains Bah ouais, bien vos sûr. premiers J'ai patients, vécu ça aussi. Hein. c'est toujours hyper compliqué. Moi, mes premiers patients en tant que dentiste aussi, je peux vous dire que j'en menais pas large. Et justement, il faut pas abandonner. Parce que je pense que c'est dans ces moments-là où tu te dis, mais en fait, je pense que c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. Mais non, en fait, faut aussi accepter qu'on était des débutants et que avec le temps, Ouais. on va prendre en skills et en capacité. Et il faut se faire confiance avec ce truc-là. Mais C'est ça aussi la capacité à rester avec, tu vois, c'est-à-dire Ouais. ça va faire mal, etc. Mais c'est pas une raison pour abandonner à cet endroit-là. c'est ça. Et on parlait, et je pense qu'à partir du moment où tu changes ton regard là-dessus, où tu commences un petit peu à trouver un espèce de moyen terme par rapport à ce qui fait mal et ce qui est les En fait, failles oui. et l'ombre, qui n'est plus ni dans le déni, ni dans je me recroqueville autour de ma souffrance pour comme identité malheureuse. Ouais. Tu trouves cette espèce de voie médiane qui est non, je prends acte que c'est là et je commence à cheminer avec. Ça fait peur, c'est compliqué, Oui. c'est pas évident, mais je vous assure, il y a une métamorphose qui est à l'œuvre. Et donc ça change complètement, juste si j'amène là-dessus, Ouais. ça change complètement notre perspective sur les choses. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui attendent d'avoir les conditions parfaites, d'être enfin libérés de leur souffrance, d'être enfin libérés tout court pour commencer à faire des trucs, pour commencer à se réaliser. Mais non. Ah non, parce que Les vous gens allez qui se souffrir réalisent- encore après, hein, je vous le dis. Les hein. gens qui se réalisent ne sont pas les gens qui ont tout résolu avant de se mettre en chemin. Ce sont des gens qui acceptent de partir de l'endroit où ils sont, avec ce qui va pas et avec ce qui va. Et à partir de ça, d'en faire un terreau pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est à ça que sert la thérapie. C'est à changer votre perspective sur ce schmilblick là, sur ce truc de changer de regard sur là où on est tout de suite là. Et ça me paraît essentiel. Et moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de créativité dans ma pratique de thérapie. C'est parce que j'essaie avec mes clients de changer leur regard à cet endroit-là pour commencer à créer à partir de ce qui va pas. Et c'est très compliqué, et ça prend du temps. Et il n'y a pas d'impératif tout de suite. Et parfois, parfois, on est obligé de rester avec ça pendant très longtemps avant de commencer à bouger, oui, hein. parce que le poids est trop fort. Mm-mm. Mais au moins, commencer dans ce processus-là. Et ça me paraît essentiel. Et pour moi, c'est là où ça rejoint le truc du lien sécure, encore une fois. C'est être capable de rester avec ce qui va pas, et de le regarder en face, et de lui donner de l'amour. Et donner de l'amour, c'est-à-dire dire, ça va pas, mais t'inquiète pas, on va y aller ensemble. Comme on ferait avec un enfant qui est triste, tu vois.
Bah oui, et puis de toute façon, si tu penses que tu vas tout résoudre avant de changer de métier ou de réaliser tes rêves ou de je sais pas quoi, bah je te dis tout de suite, tu vas être déçu parce que dès que tu vas commencer cette nouvelle voie, bah tu vas repartir au point zéro. Hein. Bah pas complètement point zéro parce qu'on avance toujours, mais tu vas faire 15 pas en arrière en fait. Ouais. Et c'est justement quand tu vas faire ces 15 pas en arrière, genre là, il faut que tu sois à l'écoute de toi et il faut que tu sois honnête avec toi. Parce que tu vois, des fois, t'as un truc d'ego où t'es pas vraiment honnête avec toi-même. Tu vois, tu dis, ouais, non, c'est trop difficile, en fait, je crois que c'est pas fait pour moi, etc. Et en fait, si t'écoutes ça, t'écoutes ton ego. Et si tu t'écoutes vraiment, demande-toi, ok, c'est difficile, mais est-ce que ça me plaît? Tu vois? Est-ce que ma formation, elle est passionnante? Est-ce que je me sens vivant? Est-ce que je me sens vivant? Est-ce que ça me fait des sensations dans mon corps? C'est plus tu à vois, cet endroit-là, j'ai l'impression. c'est ça, exactement. Alors oui, peut-être la pratique sera dure, mais est-ce que au moins la théorie te plaît? Est-ce que quand tu vas à ta formation, est-ce que tu bois les paroles de ton formateur? Tu vois, tout ça, c'est des indices, c'est des petits indices qui te disent que tu es peut-être sur la bonne voie, en fait. Mais tu vois, il y a encore Donc rester à l'écoute Ouais. de ce truc-là et ne pas lâcher tout de suite et ne pas abandonner parce que c'est difficile. Parce que dans tous les cas, ce sera difficile. Franchement, c'est rare les trucs où c'est pas difficile. À moins que tu trouves un truc où t'es direct une queen ou un king, tu vois. Mais dans tous les cas, ce sera compliqué si tu changes de voie ou si... Et tu vois, même derrière ce truc, tu disais réaliser ses rêves tout à l'heure, etc. Et en fait, je comprends ce que tu dis derrière ça, je comprends tout à fait, mais Non, pas, alors peut-être pas ses rêves, mais en fait, parce que en fait, un truc où parce que t'es ça en peut être paix, dangereux parce que où si t'es t'as en un paix, rêve, quoi. le rêve, c'est quoi? C'est une construction projective, souvent Oui. liée à l'ego, qui te fait miroiter que quand tu auras atteint ton objectif, tu seras enfin libéré de ta Ouais, souffrance. oui, tu bien vois. sûr. Ok, oui, Et je c'est vois. pour ça que moi, cette rhétorique-là, elle me plaît de moins en moins. En fait, j'ai l'impression, en fait, on s'en fout du but, quoi. On s'en fout. Ouais, est-ce que là, dans l'instant présent, si tu kiffes? Est-ce que tu te sens vivant? Ouais. Moi, c'est ça. En dernier temps, c'est même pas le bonheur et tout. C'est sincèrement. J'entendais Franck Lobvé dire ça récemment, et il est pas le seul à le dire. Est-ce que tu te sens vivant? C'est ça la vérité. Et être vivant, c'est être créateur de sa réalité au sens où on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est être capable de créer de la nouveauté. Exactement. Être capable de se regarder en face et de créer du neuf. Ouais. Mais avec ce qui va pas aussi. Et tu peux très bien être très stressé dans une période. Ça dira rien de la bonne voie ou pas dans laquelle t'es. Oui, c'est Moi, il y ça. a des moments où, dans ma pratique de thérapeute, j'étais ultra stressé. Mes premiers patients, c'était pareil. Genre, mais je me faisais dessus, hein, littéralement. Hein. Ouais. Et si jamais j'avais jugé à ce moment-là C'est ça. la réalisation de mon rêve par rapport à l'instant T, au moment où j'étais ultra stressé, clairement, comme c'était pas plaisant du tout, j'aurais pu me dire, ah ben c'est pas plaisant, du coup, je suis pas en train de réaliser mon rêve, next. Mais en fait, donc la question est pas de savoir si c'est plaisant ou si ça te plaît, ou la question est de savoir si tu te sens vivant. Si c'est vivant en toi, ouais. Si c'est vivant en toi au moment où tu le vis. Tu vois, alors après, il y a des trucs qui sont ni plaisants ni vivants. Alors là, n'y allez pas. Ah oui, non. Mais par contre, moi, c'était très stressant, donc c'était pas plaisant, mais il y avait quelque chose au fond. C'est vivant. Et quand c'est vivant, c'est quoi? Ça y coupe. Ça, vous pouvez pas y couper. Hein. Vous y retournez, quoi. C'était hyper dur aujourd'hui. C'est-à-dire, t'avais envie de tout arrêter, et 3 jours plus tard, t'y es à nouveau, quoi. Tu dis, mais comment ça se fait? Même si c'est dur, et ça n'empêche C'est que rien. ton corps, il veut y aller, quoi. Tu veux y aller, quoi. Et en fait, pourquoi? Parce que tu suis ton élan. T'es dans ton élan créateur. Donc, ouais. Ce truc-là que moi, personnellement, j'avais perdu avec la création artistique. Je pense que ces derniers temps, j'ai un peu perdu. J'étais plus dans cet élan créateur. Alors que là, avec le coaching, je suis désolé, mais enfin moi, l'élan il est là, quoi. T'y retournes. Ah ouais, j'y retourne et ça me plaît, quoi. T'as déjà pas mal de gens qui te sollicitent pour des cours. Ouais. Ça coule, quoi. Je sais pas comment dire, ça se voit en fait. Mais en tout cas, moi la réponse, je l'ai, c'est que là, en ce moment, je me sens vivant dans ce que je fais. Donc Yes. je sais que ça résonne et je sais que j'ai à cœur d'accompagner des gens et on me le dit, et ça fonctionne bien et donc je suis dans mon énergie, quoi. C'est cool. Enfin, j'avais rarement ressenti ça avant dans ma vie, mais là je tiens quelque chose, quoi. Ouais. Moi, je dirais pas que je me sens encore à mon plein potentiel, tu vois, parce que je suis un bébé, en fait. En fait, j'ai pensé savoir beaucoup de choses de ma voix et je rapprends. Je suis encore dans une phase de formation où je rapprends beaucoup de choses et je déconstruis aussi pas mal de choses par rapport à la voix. Et du coup, j'ai pas encore atteint ce truc-là. Et je sais pas si je l'atteindrai un jour, mais en tout cas, je chemine. Voilà. En tout cas, on s'en fout de l'atteindre. C'est ça, je chemine sur ce chemin-là et on sait jamais atteindre, je me réveille au fur et à mesure
J'ouvre les yeux, on va dire, sur des nouveautés, quoi. Ouais. Et je crée avec ça. Donc, c'est très riche. C'est le mot. C'est enrichissant. Ouais, c'est enrichissant. Mais ce qui est enrichissant n'est pas toujours simple, au contraire. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. À partir du moment où tu ouvres tes perspectives et où il y a des nouvelles choses qui rentrent dans ta vie, ça implique que les anciennes choses sont mises à mal puisque en fait, elles n'ont plus tellement leur place. Donc c'est douloureux. Donc ce qui est enrichissant est douloureux. Donc en fait, tout est dialectique, tout est. Il n'y a pas de blanc bien sans mal. Ou noir. Il n'y a pas de difficile, il y a pas de facile sans difficile. Il n'y a pas de beau sans moche. Il n'y a pas d'amour sans répulsion. C'est comme ça, c'est un aller-retour entre des phases, quoi. Et l'idée est d'accepter cette réalité-là. Faut dealer avec ces trucs-là, quoi, avec ces différentes parts. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est ce que Ouais. Voilà, on va partager là-dessus beaucoup prochainement. Oui. Et puis voilà, c'était un épisode un peu décousu, mais qui nous a plu. Ouais, c'était très décousu. C'est pas grave, j'aime bien. Mais ouais, en vrai, c'est cool parce que du coup, ça a ouvert des sujets dont on n'avait même pas prévu de parler. Ouais. Et mais tu vois, c'est ça que j'ai envie de faire de plus en plus, c'est d'être plus spontané. Ouais, j'avoue, c'est assez agréable. Vous mais même nous nous, direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'était un mini-mélo sans queue-ni-tête, ou est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose de cool? En tout cas, nous, c'était cool à faire. Franchement, à faire, j'ai pris du plaisir. Ah bah écoute, tant mieux. Donc, c'était une bonne reprise pour moi. Très bien. Bon bah écoute, on va rester là-dessus alors. Oui. Et on vous dit à bientôt. Allez, on vous dit à très vite au prochain épisode. On espère que cet épisode quand même vous aura un peu plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, en likant ce podcast aussi sur Spotify, Deezer, etc. Et si vous voulez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, @lavoixducouple, VOIE, on répète. Et voilà, sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube aussi. Un peu partout. Voilà, n'hésitez pas à partager le podcast. Si et bienvenue dans la nouvelle ère de la voix du couple. The new era. Allez, ciao, ciao. Bisous. Bisous.